Je n'ai pas confiance en moi. Aïe, ça fait mal de le dire et comparé à ce que je laisse voir sur les réseaux sociaux, ça peut vous paraître carrément incohérent. Je l'entends, mais aujourd'hui on va en parler. Bonjour, bonsoir Caporte, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Diabolo Fraise dans lequel, vous l'aurez compris, on va parler de confiance en soi. On est en novembre et ça fait maintenant quelques mois que j'ai attaqué la fac. Enfin, l'IUT en l'occurrence. L'entrée en études sup, c'est toujours un cap important à passer, mais c'est surtout une véritable recherche identitaire. On arrive à la période où on est responsable de nos propres choix, on choisit avec qui on vit, on choisit comment on vit, on choisit les efforts qu'on décide de mettre dans nos études ou ailleurs. Bref, en gros, c'est vraiment le moment où notre identité va se révéler dans nos actions. Et personnellement, l'entrée à la fac m'a montré que j'avais pas tant confiance en moi que ça. J'apporte une nuance. J'ai confiance en mes capacités. Je sais que je suis douée en montage, je sais que je suis quand même plus ou moins intelligente selon les sujets, je sais que j'ai une culture générale intéressante, bref, j'ai confiance en mes capacités. En revanche, la confiance en soi, c'est aussi la confiance en son identité, en les valeurs qu'on incarne, comment on les incarne et les actions qu'on met en place justement pour montrer qu'on a ces valeurs-là. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de cette confiance-là. Pas de la confiance de savoir qu'on va réussir un projet ou que on va atteindre un de nos objectifs. Non, je vous parle vraiment de la confiance en soi identitaire. Comme je vous l'ai dit, l'entrée à la fac, ça a remis en cause beaucoup de choses pour moi. Déjà parce que j'ai dû apprendre à fixer des limites et à les respecter, mais j'ai aussi dû apprendre à les transgresser. Ouais, les règles, elles sont faites pour être brisées, peu importe qu'elles soient pour votre bien ou non. On le sait tous, il y aura forcément un moment où on va passer le pied au-delà de la ligne. Bref. Identitairement, l'entrée en études sup, c'est aussi dire je vais être moi-même, ou tout du moins je vais tenter de l'être, et les gens vont soit m'accepter, soit me rejeter. Bon, j'ai beaucoup de chance, dans mon IUT, on a quand même une ambiance assez sympa dans le général, et voilà, c'est quand même, on s'accepte tous, et c'est pas comme au lycée où il peut y avoir des a priori selon les ethnies, le style vestimentaire ou ce genre de choses, c'est un petit peu moins présent. Malgré tout, je tiens quand même à mettre un énorme warning, il y a quand même des propos qui sont choquants, il y a quand même des différences qui sont faites et c'est triste de voir que même la nouvelle génération n'a pas encore ouvert totalement son esprit, mais c'est un autre sujet. Le tout, c'est quand on arrive en études sup, on doit apprendre à s'assumer tout seul. Et ça, c'est quand même une grande marche dans l'escalier de notre vie. Pour commencer cet épisode de podcast, je voulais vous parler du paradoxe qu'il y a entre la réalité extérieure et la réalité qu'on a à l'intérieur de nous. Extérieurement, on me pense extravertie, solaire, énergique, dynamique, joyeuse la plupart du temps et globalement plutôt confiante. La réalité intérieure, elle est quand même beaucoup plus complexe que celle qu'on laisse paraître à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais il y a toujours un moment dans notre vie où on va être dans cette position où on montre une façade de nous-mêmes avec les meilleurs aspects de notre personnalité et on efface un petit peu ceux qui sont un peu moins appréciés en général, histoire de dire, bon, les gars, vous restez un petit peu dans la cave, vous inquiétez pas, vous montez au salon après, mais pour l'instant, on a des invités. Concrètement, c'est comme ça que je vois la chose. Et effectivement, quand je suis arrivée en études sup, j'ai adopté cette façade de la fille parfaite, très dynamique, très joyeuse, très extravertie, qui sortait beaucoup, alors que c'est pas moi. Le souci quand on adopte une de ces façades, c'est que déjà, si on a une des 5 blessures de l'âme, on risque de se mettre dans la peau d'une personne qu'on n'est pas, et donc oublier un petit peu qu'on a cette blessure. Les 5 blessures de l'âme, si vous ne connaissez pas le sujet, c'est quelque chose qui a été théorisé entre guillemets par Lise Bourbeau, et donc qui dit qu'il y a 5 blessures globales dans notre âme, entre gros guillemets encore une fois, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour ma part, je sais que ma blessure de rejet socialement est très compliquée à gérer puisque j'ai toujours peur de ne pas être acceptée, de ne pas être intégrée et globalement de me retrouver rejetée par les gens qui m'entourent. C'est un fait, je le sais, j'ai un réel besoin d'être appréciée par les gens autour de moi parce que si c'est pas le cas, je vais en général avoir tendance à m'isoler et à finir un petit peu par moi-même me mettre dans une posture de paria et me marginaliser toute seule. Le fait est, je vous l'ai expliqué, donc j'ai adopté une façade de Miss Parfaite, c'est un vrai surnom qu'on m'a donné d'ailleurs au début de l'année scolaire, et tout simplement j'ai un petit peu effacé cette blessure du rejet. J'ai un petit peu effacé tous les traumas que j'avais pu avoir, toutes les épreuves que j'avais pu traverser aussi, bref, j'ai fait en sorte d'être la personne parfaite qui a plein de projets, qui a plein d'amis, qui a une vie sociale incroyable, qui a une vie professionnelle incroyable et une vie personnelle au top.
Belle erreur. Tout simplement parce que quand on montre la meilleure facette de nous, on met aussi quelque part les gens dans une position où ils vont finir par avoir des attentes. C'est-à-dire que si je me montre extravertie dès le début de l'année, en parlant à tout le monde, en allant à toutes les soirées, automatiquement, dès que je vais commencer à être un peu plus fatiguée et donc à dire je peux pas sortir maintenant, bah certaines personnes qui ne comprennent pas cet effet de première façade vont dire ah, mais tu sors pas? Mais t'étais pas comme ça en début d'année, qu'est-ce qui a changé? J'ai donc été surnommée Miss Parfaite et les gens avaient beaucoup d'attentes, du moins je ressentais qu'il y avait une réelle pression. Peut-être que c'était moi aussi qui me la mettais toute seule, mais je ressentais une pression dans le fait de venir aux soirées, de toujours être bien habillée, de toujours être bien maquillée, d'être fraîche, d'avoir mes 8 heures de sommeil et aussi d'avoir une vie professionnelle qui soit toujours cohérente avec ce que je racontais en off. J'aime énormément parler de mon travail. La création de contenu, c'est une passion, l'écriture, c'est une passion, et tout ça, c'est quelque chose que j'englobe un petit peu dans un travail, même si on s'entend que bon, voilà, c'est vraiment dans ma tête où j'arrive à le catégoriser comme travail, parce que comme ça, j'ai une approche professionnelle de la chose, mais j'en parle beaucoup en off, parce que c'est quelque chose qui me prend globalement énormément de temps, et aussi parce que ça fait partie de moi. J'ai donc montré cet aspect-là très dynamique, très productif, de ma personne et en fait ça m'a tout simplement desservi parce que après ça je me mettais encore plus la pression pour me dire ouais mais t'as montré ça aux gens donc maintenant il faut que t'assumes. Il y a une autre chose qui est venue avec cet aspect-là de montrer une façade parfaite de ma personnalité, c'était le fait de me justifier. À chaque fois que je faisais quelque chose, à chaque fois que je disais oui ou non, je justifiais. J'ai énormément de mal avec le fait de juste dire je suis pas disponible, désolé. Et encore que normalement ça devrait juste être je suis pas disponible. J'ai remarqué ça et en fait depuis, je pense, quelques jours, je suis de moins en moins dans ce truc de justification, c'est-à-dire que si on m'invite quelque part et que j'ai tout simplement pas envie d'y aller, je dis « Désolée, ce sera pour une prochaine fois ». Et c'est très compliqué pour moi de pas justifier en disant « Je suis fatiguée, j'ai fait telle ou telle chose, je suis occupée, j'ai déjà ça de prévu ». Bref, j'ai beaucoup de mal à ne pas me justifier parce qu'on m'a toujours appris qu'il fallait que je donne une explication pour refuser. Grande nouvelle, il y en a pas besoin. Et en général, les gens s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que tu peux ou pas. Le reste, bon, ça n'a pas toujours de l'importance. Dans la même veine, j'ai aussi commencé à me préoccuper des rumeurs. Ouais, c'était un peu le problème de ce début d'année et c'est aussi pour ça que j'ai fait des vidéos un petit peu plus, je pense, moins travaillées parce que j'étais vachement fatiguée par ce truc de me préoccuper de ce qu'on disait sur moi. Parce que, factuellement, il y a eu pas mal de bruits qui ont couru. Et en même temps, c'est assez logique, c'est le début de l'année, on apprend tous à se connaître, donc on parle un petit peu tous les uns des autres en disant « Ah, j'ai rencontré telle personne, elle est géniale. Ah, j'ai bu un verre avec un tel, il est très cool. » Bref. Le fait est, il y a certaines rumeurs qui sont remontées aussi à mes oreilles et où j'étais un peu en mode « Ah, je suis pas sûre d'avoir donné cette image-là et je comprends pas comment est-ce que les gens en viennent à cette conclusion-là. » Bref. Le truc classique des ragots et des rumeurs de couloir. Et globalement, ça m'a aussi un petit peu pris de l'énergie dans le fait de me dire « Mince, si je renvoie cette image-là, ça veut dire que je m'y prends mal pour montrer cette façade que j'ai envie de montrer, donc la façade de Miss Parfaite. Donc il y a un problème. » Et tout ça, ça m'a donc poussée à être de plus en plus parfaite. À chaque fois que je sortais, à chaque nouvelle journée de cours, je devais être encore plus parfaite que la veille. Et globalement, il est arrivé un moment où ça m'a saoulée. Et je vais pas vous mentir, lorsque ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. J'ai arrêté de sortir pendant quelques semaines. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer le fait que j'étais carrément moins présente. J'ai arrêté aussi de répondre aux invitations, j'ai arrêté de répondre aux messages, j'ai arrêté de répondre aux sollicitations, bref, je me suis vraiment un petit peu plus coupée et j'ai juste dit les gars, là, temps mort, il y a un truc qui va pas. Et c'est du coup pendant cette mi-temps que j'ai remarqué ce truc de pourquoi est-ce qu'on m'appelle Miss Parfaite ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis plus fatiguée maintenant d'aller en cours que lorsque j'étais au lycée ? Et la réponse elle est simple. Au lycée, je savais très bien que j'étais pas appréciée. C'était facile à deviner et c'était facile de savoir que j'avais pas une très bonne réputation. Et que lorsqu'on n'est pas aimé, c'est facile de se dire « je m'en fous, je fais ma vie ». Donc c'est pour ça qu'au lycée, j'étais vachement productive. Là, t'arrives en fac, t'es super bien intégrée et tout d'un coup, tu te rends compte que si t'es plus populaire demain, ça peut peut-être te nuire. Et je vous dis ça, c'est vraiment un ressenti personnel et non, il n'y a pas de classe populaire et de classe moins populaire. Il y a juste que d'un coup, je suis passée de la meuf qui n'était pas appréciée et à qui on parlait pas, à la meuf qu'on invitait en soirée et à qui on parlait et qui avait des personnes dans ses DM et enfin bref, c'était vraiment un changement du noir au blanc. Et tout ça, ça a été en partie le moteur de cette dynamique de dire ok, j'ai ce que j'ai toujours voulu, parce que j'ai toujours voulu être intégrée, j'ai toujours voulu avoir plein d'amis, maintenant il faut que j'assume et que je sois parfaite. Mais le fait est, 1, je ne suis pas une personne parfaite. J'ai des défauts. 2,
Ces gens-là ne sont pas mes amis. Ces gens-là sont des étudiants. Et les étudiants entre eux se soutiennent parce qu'on est tous dans le même bateau, surtout dans notre filière. Bref, il a fallu un petit temps à mon cerveau et aussi à cette partie très adolescente de moi pour me dire tout ce que tu penses là, c'est peut-être quelque chose que tu vois à travers un prisme, mais à travers un prisme d'idéologie, d'idées reçues, de clichés. Je montrais une façade qui était vachement éloignée de qui je suis et quand je l'ai remarqué, ça m'a fait pas mal de mal parce que je me suis dit que je m'étais aussi un petit peu trahi moi-même en ne disant pas ce que je pensais réellement, en ne disant pas qui j'étais réellement et en effaçant certains aspects de ma personnalité pour en privilégier d'autres. En fait, je me suis sentie triste de ne pas me montrer telle que j'étais réellement et de me dire que maintenant les gens me connaissaient d'une manière et non pas d'une autre et que du coup ils me connaîtraient jamais réellement en tant que qui je suis, c'est-à-dire Émilie. Et pour terminer avec ce point-là, dans cette même veine de montrer une façade de moi et ne pas être accordée avec qui je suis, j'ai fini par boire en soirée. Et je l'ai fait, je crois, 1 fois, 2 fois peut-être. Et quand le lendemain, je réfléchissais, je me disais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? La réponse, c'était pas parce que j'en avais envie, c'était juste pour plaire. Et à quel point ça m'a fait mal, je saurais pas comment vous dire, mais c'était pas les gens qui m'avaient incité à boire ou quoi que ce soit. Eux, à la limite, je m'en fiche, ils ont leur responsabilité dans ce qu'ils prônent, mais ça me regarde pas. C'est aussi la manière dont moi je réagis. Et moi, le fait de penser que j'ai su dire oui juste pour me sentir acceptée, ça m'a vraiment mis un coup au moral et ça m'a justement fait remettre en question cette confiance en moi que j'avais et qui d'un coup n'était plus là. Parce que si j'avais eu confiance en l'identité que je prône, j'aurais clairement dit « désolé, je bois pas ». Et donc tout ça, ça a fait que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas tant confiance en la personne que je voulais incarner. Mais maintenant qu'on a fait ce constat-là, ok, comment est-ce que je sais d'où ça vient? Quelle est l'origine en fait de ce truc de se dire j'ai pas confiance en mes valeurs, j'ai pas confiance en qui je suis, quelque chose cloche? Et bah la réponse, et je l'ai déjà évoqué plus tôt dans le podcast, c'est tout simplement que j'ai une énorme blessure de rejet que j'ai décidé d'effacer. Je suis tout le temps confrontée à ma peur du rejet, surtout aux rentrées scolaires qui sont des moments extrêmement angoissants pour moi. J'ai 2 moyens de les vivre. Soit je les vis complètement dans le déni en me disant que je m'en fiche de savoir si les gens m'apprécient ou pas, soit je la vis pleinement et je dis clairement j'ai peur d'être rejetée, comment est-ce que je vais faire pour ne pas l'être? Début de fac, j'ai décidé de la vivre dans le déni. Et le fait de la vivre dans le déni, ça m'a aussi permis par derrière de mettre en place la façade qu'on a évoquée et tout simplement de l'oublier un petit peu. J'ai tout le temps peur d'être trop ou de pas être assez et j'ai beaucoup de mal à faire dans la demi-mesure. Je suis neuroatypique, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et comme à côté des études, je suis quand même quelqu'un de très actif, c'est toujours compliqué de savoir ce que je peux dire en public et ce que je ne peux pas dire. Est-ce que ça fait trop prétentieuse de dire que j'ai écrit des livres et que je fais des vidéos et que je fais des streams? Est-ce que ça fait trop prétentieuse de parler de tout ce que je fais derrière? Et est-ce que les gens ne vont pas se sentir offensés par le fait que je parle de mes activités? Ça, c'est clairement des peurs qui prouvent que quelque part, je n'ai pas confiance en la personne que je suis et en ma capacité à ne pas être aimée. Tout ça donc est lié à cette blessure de rejet que j'ai eue quand j'étais plus jeune, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été harcelée pendant 10 ans de ma vie. Ça a été des périodes très compliquées, je l'ai vraiment très mal vécu et j'en ai énormément de séquelles aujourd'hui, dont celle-ci dont je vous parle actuellement. Et donc, quelque part, le fait de passer donc de l'enfant qui n'était pas invitée aux anniversaires à l'étudiante qui est invitée partout, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Mon cerveau, il comprend pas trop ce qui se passe. Cette blessure de rejet, elle me pousse à chercher constamment la validation des gens. Et la validation, on l'a pas par 1000 manières possibles. Soit on l'a par rapport à nos exploits, soit on l'a par rapport à qui on est, soit on l'a par rapport à ce qu'on peut apporter aux gens. Moi, je l'ai très souvent eu par rapport à ce que je pouvais apporter à des personnes qui étaient autour de moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien montrer cet aspect-là très productif de moi en disant « Regardez, j'ai quand même beaucoup de compétences différentes, je suis passionnée, donc je suis une personne bien. Parce que je suis passionnée ?» Ça n'a pas trop de sens. Non, mais dans ma tête, ça en fait. Et surtout, lorsque je parle de ce que je fais, les gens approuvent. Les gens sont en mode « Waouh, tu fais plein de trucs, c'est trop bien, vas-y, tu joues à quoi sur tes streams, et tu fais des vidéos de quoi, et tes livres, ils parlent de quoi ?» Bref, c'est de la validation. Et quand t'as vécu toute ta vie sans avoir la validation de ton environnement, bah lorsqu'on te l'offre, t'es comme un affamé devant un festin. J'ai fait une indigestion. Bref, on a parlé de la blessure du rejet, etc. Mais pourquoi est-ce que concrètement c'est aussi douloureux? J'ai une réponse à ça. C'est une étude menée par Naomi Eisenberger et Matthew Lieberman.
désolée, je n'ai pas fait allemand au collège, qui montrait notamment que le cortex singulaire antérieur était activé lorsqu'on se faisait du coup une blessure physique ou un rejet social. En bref, si vous vous sentez super mal parce que vous vous êtes fait rejeter d'un groupe, sachez que c'est totalement normal. Notre cerveau prend vraiment ça comme une attaque physique. Et quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai lu un petit peu des articles parlant de ça, je me suis dit « Ah, c'est peut-être pour ça que mon corps vraiment traduit le rejet des gens sur lui-même. C'est peut-être pour ça que je suis aussi angoissée, parce qu'en fait j'ai peur de souffrir mentalement et physiquement. » Passons maintenant à la troisième partie de ce podcast que j'ai appelé « Le besoin de la constance et la peur du changement permanent ». Ouais, ça fait bizarre, changement permanent, attendez, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire ? Bon, on a dit que j'avais un problème de confiance. Ok, on a dit que la blessure du rejet en était probablement la cause, mais maintenant, qu'est-ce qui découle un petit peu de tout ça ? En fait, c'est un petit peu comme un arbre. Là, on a étudié les racines, le tronc, maintenant, parlons des branches. Quand j'étais petite, j'avais énormément peur de tout ce qui était permanent. J'avais très peur de me dire que j'allais avoir un appareil dentaire parce que peut-être que je l'aurais toute ma vie. Alors spoiler alert, un appareil dentaire ça ne se garde pas toute sa vie, enfin en théorie, mais j'avais très très peur des choses qui étaient permanentes dans mes yeux de petite fille. Donc les tatouages, les colorations de cheveux, tout ce qui était opération, chirurgie esthétique, cicatrices. Mon Dieu, la première fois que j'ai eu une cicatrice, j'ai tellement angoissé, mais j'avais vraiment une peur des choses permanentes. Une peur en fait tout simplement de, quelque part de l'engagement si on le veut, mais vraiment une peur des choses que je ne pouvais pas changer. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis restée très malléable à travers les années. Je me suis toujours énormément adaptée à mon environnement, aux personnes autour de moi, ce qui a fait que j'ai réussi à avoir la paix parfois. Ça marchait pas tout le temps, mais ça marchait suffisamment pour que je puisse survivre. Et bref, concrètement, tout ce qui était permanent, tous les changements permanents qui pouvaient impacter ma vie me terrifiaient. Mais vraiment. J'avais peur de me faire percer les oreilles, j'avais peur de me faire des piercings, bref. Et même aujourd'hui, me dire que je me fais un tatouage qui reste pour la vie, j'ai énormément de mal à l'accepter et ça remue encore quelque chose en moi. Bref. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette peur, avec le temps, elle s'est tout simplement déplacée dans ma personnalité. J'ai toujours été malléable, j'ai toujours été adaptable et je me suis toujours adaptée aux gens qui m'entouraient. Et quelque part, le fait de me dire que maintenant je dois incarner une identité, parce que concrètement c'est de ça qu'on parle, c'est de la confiance en son identité, même si on évolue au fil des années, il y a quand même des bases qui restent toujours les mêmes. Et je pense que j'en suis au point où les bases, devoir décider des fondations de qui je suis, c'est compliqué, parce que mon identité n'est pas construite, elle n'est pas faite. Je suis une personne malléable, je change, j'ai 1001 personnalités et un jour je vais être hyper extravertie, hyper gentille, hyper dynamique et l'autre jour je vais tirer la gueule. Pas à cause d'émotions, mais réellement dans un changement d'identité. Et je pense que ça se voit aussi au travers de mes vidéos, on voit à travers les années vraiment un changement à chaque fois que je change d'environnement, même quand je change d'appartement, je change aussi de personne et bref. Toutes les choses autour de moi, à chaque fois qu'elles changent, je m'adapte et je me glisse encore un peu mieux dans le nouveau moule qu'on m'a choisi. Mais maintenant, comme on l'a dit, le but c'est de savoir se faire confiance et faire confiance à notre identité, à nos limites, à nos valeurs, à nos besoins, bref, apprendre à se connaître. Pour ça, c'est facile, il y a besoin d'ancrage. Il y a besoin de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir le dire, savoir l'exprimer et savoir se sentir légitime, de mettre des limites à notre propre vie. Je sais que j'ai fait un épisode complet sur les limites, mais il faut que je vous avoue que même en ayant autant verbalisé le concept, même en ayant écrit à ce sujet, même en ayant vraiment réfléchi à tout ça, j'ai encore énormément de mal à dire stop au moment où je commence à souffrir. Tout simplement parce que je continue de m'adapter aux gens. Le fait est, pour avoir confiance en son identité, il faut maintenant accepter son identité. Et ça, je pense que je suis dans cette phase où je commence à dire, vous savez quoi ? Vous me faites chier, j'en ai marre de répondre à vos critères, et mes critères sont valides, et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez à ce sujet. Ouais, c'est compliqué, mais quelque part, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. J'en parlais très récemment avec un ami à moi. J'ai eu, en ce début d'année, donc beaucoup de rencontres, beaucoup de soirées, etc. Et vous vous en doutez, bon, il y a eu des flirts, il y a eu des personnes qui ont commencé à me draguer, qui ont commencé à vouloir me date, et à ces personnes-là, je leur ai constamment dit non. Même lorsque je suis tombée sur une personne qui potentiellement était compatible avec moi, j'ai dit non. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, je me suis écoutée et je me suis dit « Attends,
Est-ce que tu sors avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un ou est-ce que tu sors avec cette personne pour sortir avec cette personne? Ton identité, elle est où? Elle est dans le fait de sortir avec quelqu'un ou de sortir avec une personne en particulier? La réponse, je pense que vous l'avez compris, c'est que mon identité se base sur le fait de sortir avec une personne pour cette personne, pas pour sortir avec quelqu'un. Ça, je m'en fiche, à la limite, je suis très bien seule. Et à ce moment-là, il a fallu que je ne m'adapte pas à ce qu'on pouvait attendre de moi, donc c'est-à-dire sortir avec quelqu'un, et dire, mon identité me dit que aujourd'hui, sortir avec quelqu'un par principe et juste pour avoir le statut de petite copine, etc., et du coup être socialement, voilà, en mode j'ai un copain, nanana, c'est plus dans mes valeurs. C'est plus dans mes valeurs, c'est plus dans mes besoins, c'est plus dans mes envies. Donc, ça dégage. Et à ce moment-là, j'ai dit non. J'ai dit non à toutes les propositions et je me suis dit, je veux sortir avec quelqu'un pour son identité, pas pour sortir avec quelqu'un. Ok. Et quand on arrive à ce point-là avec, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être les relations amicales, ça peut être ton point de vue professionnel aussi, bref. Ce cheminement de pensée, je le retrouve dans tous les aspects de ma vie. Là, je vous prends les relations amoureuses parce que concrètement, c'est celui qui me saute le plus aux yeux et que vous allez sûrement le mieux comprendre, mais ça marche avec tout. Quand on arrive donc à ce point-là dans ta réflexion, tu réfléchis un peu plus à ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, ce que tu ne veux pas non plus. En gros, si je dis que je veux pas sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un, mais sortir avec une personne en particulier. Ok, cette personne-là, comment je saurais que ce sera la bonne? Quels sont mes critères, quels sont mes standards, quels sont les besoins que j'ai besoin que cette personne remplisse et quels sont les besoins que je suis capable de remplir derrière. Bref, tout un délire d'introspection et en fait là c'est réellement, on se trouve dans les branches de l'arbre de notre identité pour revenir à travers les petits tuyaux de sève dans les racines. Qu'est-ce que je peux donner et qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère pour moi? On parlait de relations, on peut prendre un cas professionnel où on se dit que je refuse une offre d'emploi parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon domaine. Ok, quelle est l'offre d'emploi que je serais susceptible d'accepter et dans laquelle je pourrais le plus m'épanouir? Quels sont mes critères? Est-ce que je dois faire du télétravail? Est-ce que je dois avoir plusieurs compétences? Est-ce que c'est un poste à responsabilité? Est-ce que c'est un poste sans responsabilité? Pour la personne dans la relation amoureuse, ça peut être, est-ce que j'attends de mon compagnon qu'il soit tout le temps présent? Est-ce que je veux quelqu'un de très investi dans la relation? Est-ce que je veux quelqu'un qui soit plutôt à l'écoute ou quelqu'un de plutôt moteur? Bref, de quoi est-ce que j'ai envie? Et en fait, je pense que j'en suis à ce stade où je me pose énormément de questions sur ce que j'ai envie au point professionnel, au point sentimental, au point relationnel avec mes amis, et où clairement je suis en train de dire j'accepterai pas en dessous de ça. J'accepterai pas en dessous d'une personne qui, par exemple, m'écrit au moins tous les matins parce que c'est important pour moi de sentir qu'on pense à moi au moins une fois dans la journée. Voilà, je pose des standards, je pose des critères et en fait je fixe des limites. On en revient toujours un petit peu au même point. Mais donc tout ça, le fait de me dire que j'ai réussi cette fois-ci à ne pas m'adapter aux attentes qu'on avait et au fait de sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un, ça me fait dire que ok, j'ai vécu des expériences en début d'année qui m'ont réellement appris quelque chose intrinsèquement et qui tout simplement m'ont mené à ce cheminement de pensée-là qui est aujourd'hui je suis dans une phase où je me cherche, où j'ai besoin de temps pour moi, où j'ai besoin de dire qu'est-ce qui m'a blessée, pourquoi ça m'a blessée, comment est-ce que je peux l'éviter, comment est-ce que je me protège et tout simplement qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'espère pour le futur. Et après, lorsque j'aurai répondu à toutes ces questions, qui sont déjà trop nombreuses, peut-être que je pourrais me poser et dire, d'accord, qu'est-ce que je mets en place pour arriver au résultat que j'attends? Tant qu'on n'a pas fixé d'objectif, de toute manière, on ne saura jamais dans quelle direction aller. Et je pense que c'est une logique que j'appliquais énormément à mes plans professionnels, parce que je suis une personne très organisée, donc je suis très cadrée, j'ai des deadlines, etc. Mais je l'ai jamais fait pour moi, pour mon identité, pour ma vie. Et en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et clairement, pour un petit peu conclure ce point-ci, je pense que le fait d'accepter que dans mon identité, je ne suis pas une fêtarde, je ne suis pas capable de sortir plusieurs fois par semaine, ça m'épuise. Les gens m'épuisent dans le sens où j'ai une batterie sociale très 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 limitée. Le fait de l'accepter et de dire clairement non, et de réussir à dire non. Alors certes, parfois je me suis justifiée et encore que dernièrement je l'ai de moins en moins fait parce que je me suis rendu compte de cette tendance-là. Mais le fait de dire non, clairement, et de dire je ne suis pas une fêtarde, je ne suis pas une extravertie, je suis une introvertie, j'ai besoin de mes temps seuls et
aujourd'hui je priorise mes activités pro à ma vie sociale parce que c'est ce que j'ai toujours fait et parce que c'est ce qui me va le mieux et c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction aussi. Le fait de l'accepter et de le dire clairement, c'est commencer à faire confiance à l'identité que j'ai depuis maintenant plusieurs années et commencer en fait à l'incarner réellement. C'est un petit peu comme si depuis que j'étais née, j'étais dans le menu de choix des Sims, donc je choisis comment je m'habille, je me choisis la couleur de mes cheveux, je choisis ma taille, mon poids, machin, blablabla, bref, tous les critères un petit peu physiques, les traits de caractère, tout ce que je vais aimer, bref, j'étais dans le menu création, et là maintenant je suis dans le gameplay. Et il est temps que dans le gameplay, j'adapte, en fait, tout simplement mon jeu à moi, et pas à ce qu'on attend de moi. Pour finir ce podcast, je voudrais un petit peu vous inciter à vous poser la question de à quel point vous êtes prêt à changer pour les gens, à quel point vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin, à quel point vous êtes prêt à être malléable en fait. Si vous êtes étudiant, si vous êtes adolescent, vous devez probablement comprendre ce que j'essaye de dire, mais à quel point on est capable de changer pour se faire accepter. Où est notre limite ? Où sont nos critères ? Où sont nos standards ? Où est-ce qu'on va savoir dire non ? Est-ce qu'on sait dire non ? Toutes ces questions, c'est des questions qu'il faut se poser au bout d'un moment parce que je pense que si on ne le fait pas, ça nous mène dans des situations très inconfortables. Croyez-moi sur parole. Et je pense que je trouve peu à peu un équilibre dans cette adaptation et quelque part aussi cette valorisation de l'identité que j'ai, qui est cohérente, qui est droite et qui quelque part me plaît puisque c'est celle que j'ai aujourd'hui. Et quelque part, si je ne l'aimais pas, je pense que je m'aimerais pas autant que je m'aime aujourd'hui. Alors j'ai encore du mal à me montrer de l'amour et ce sera probablement un sujet d'épisode de podcast futur. Mais de plus en plus, j'essaye de me dire, tu es qui tu es. Les gens ils te prennent pas. C'est pas grave de se faire rejeter. C'est pas grave, t'en as pas besoin. Ça fera toujours mal physiquement, ça fera toujours mal mentalement. Mais accepter qu'on peut ne pas être aimé, c'est savoir apprécier lorsque l'on est. En bref, je pense qu'on peut retenir que la confiance en soi, c'est un très vaste sujet qui ne s'arrête pas que à la confiance de nos compétences, de nos capacités à gérer des situations, etc. C'est aussi la confiance de ce qu'on incarne, de qui on est. C'est un large sujet qui mérite vraiment d'être approfondi, je pense. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous m'écoutez sur Spotify, écoutez, vous pouvez tout simplement noter ce podcast sur 5 étoiles et laisser un commentaire aussi. J'aimerais énormément vous lire. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode et écoutez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes unique et ayez confiance en vous, en vos capacités et en votre identité. Je vous laisse et sur ce, des bisous!